mais je laisse quelques minutes à Philippe Benguigui, qui veut faire une déclaration. Oui. Et Madame Langevin. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est avec une gravité extrême que je prends la parole, car ce que nous avons vécu le 17 juin dernier dans cette même salle de notre conseil municipal n'est pas simplement un incident de séance, c'est avant tout une faute morale. Oui, une élue de notre assemblée a bien mimé un salut nazi, ici, devant nous, devant les caméras qui retransmettent nos débats aux Perpignanais et devant des jeunes qui nous regardent parfois pour mieux comprendre la gouvernance de notre démocratie. Il n'existe pas de vocabulaire assez fort dans notre langue pour dire l'effroi que doit inspirer ce geste quand on songe à ce qu'il évoque et au traumatisme qu'il provoque. C'est véritablement un outrage à la mémoire de toutes les victimes et surtout une insulte envers notre Assemblée, d'autant plus lorsqu'il est suivi d'éclats de rire. Ce qui m'accable peut-être plus encore, c'est ce silence complice de ces rires. Réduire un tel acte à une simple maladresse, à un écart de langage gestuel ou à une provocation ironique serait une injure supplémentaire faite à l'intelligence, à l'histoire et à la mémoire. Car Madame Brunet n'est pas seule dans son geste. À ses côtés, M. Montel, directeur de cabinet de la présidente du département, et M. Guizard riaient ensemble avec elle sous nos yeux. Un comble de l'hilarité face à un salut nazi dans l'enceinte même de notre République. Ce comportement intolérable et cette attitude est un véritable scandale et ne laisse place à aucune interprétation bienveillante ni à aucune circonstance atténuante. C'est une honte et cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire de la part d'un élu digne de ce nom. Parce que face à l'inacceptable et à l'infamie de ce geste, il n'y a pas de concession possible quand des rires ne font qu'ajouter la lâcheté à l'infamie du geste. Il ne peut y avoir de sidération et ensuite assumer sa responsabilité. C'est pourquoi je demande solennellement aujourd'hui la démission de Madame Brunet. Ce mandat lui a été confié par les Perpignanaises et les Perpignanais pour les représenter et certainement pas pour humilier et ridiculiser leur mémoire. Pour l'honneur de notre ville, de Perpignan, pour l'éducation de notre jeunesse, pour la mémoire des disparus et pour l'avenir de notre démocratie, on ne peut plus siéger dans cet hémicycle après avoir mimé un tel geste en riant, comme si de rien n'était, car la dignité de cette Assemblée l'exige. Je vous remercie. Et dire, Monsieur le maire, c'est dire ma tristesse et mon indignation de voir pour la première fois à la tête de cette ville, comme maire, une personne condamnée par la Cour d'appel pour la deuxième fois pour détournement de fonds publics. Donc, non, pas pour la deuxième fois. Encore, il y a la confirmation du premier jugement. Ah oui, d'accord. La confirmation du premier jugement. Je sais que vous avez fait cassation, mais la cassation ne suspend pas la condamnation, mais suspend son exécution. Donc, nous avons aujourd'hui, à la tête de la ville de Perpignan, un maire condamné, et je demande solennellement votre démission. Merci beaucoup. Bon, moi, je ne sais pas. Tout le monde le sait, ça fait 10 ans que ça dure. Je vais juste lire la dernière phrase du jugement, Madame Langevin, que vous n'avez pas dû lire. Considérant l'ancienneté des faits et retenant M. Alliot, qui, il s'est inscrit dans l'organisation et la mise en place durant quelques mois, a eu depuis plus de 10 ans, dans l'exercice de ses fonctions, un comportement exempt de toute atteinte à la probité. Il convient d'assortir intégralement cette peine complémentaire d'un sursis. C'est pour cela que j'ai eu du sursis, Madame Langevin. Ça fait 10 ans que, voilà, rien. Et le reste, c'était des affaires d'attachés parlementaires. Et les affaires d'attachés parlementaires, figurez-vous que moi je constitue un certain nombre de dossiers sur des gens qui ont été attachés parlementaires et qui ont eu plein d'activités pour leur parti politique. Mais vous inquiétez pas, ça sortira en son temps. Juste le recueil d'un certain nombre d'écrits se fera. Voilà. Madame Brunet. Allô? Oui, pardon. Merci, Monsieur le maire. Vous permettrez, Monsieur Benguigui, que je vous réponde de manière directe, et ensuite vous permettrez que je fasse, que je prenne un temps de parole. En premier lieu, Monsieur Benguigui, je partage complètement votre effroi. Je partage votre effroi quant à tous les gestes qui pourraient rappeler le Troisième Reich ou qui pourraient rappeler les heures les plus sombres de l'histoire, les plus sombres de l'histoire de l'Europe.
Comme vous, je ne suis pas de ceux qui concèdent quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je mets au défi l'ensemble de cette Assemblée, d'apporter la preuve quelconque, ou même le sentiment quelconque, qu'un matin, j'ai pu laisser penser que de telles idées, de telles positions politiques fussent les miennes. Mais ça vous fait rire, c'est pas pareil. Alors, vous permettrez que je termine, et la question n'est pas celle-là. En aucun cas, et jamais, vous ne me prendrez en défaut sur ça. Mais ça vous fait rire. Je ne suis pas de ceux qui ont frayé avec l'extrême droite. Je ne suis pas de ceux qui mettent un mouchoir sur leur positionnement politique. Je ne suis pas de ceux qui mettent un mouchoir sur la lutte qu'ils ont toujours menée. Et ici, d'ailleurs, parmi vos rangs aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pourront témoigner de cette rectitude qui est la mienne quant à ces propos-là. Rectitude qui, d'ailleurs, n'est certainement pas partagée par un certain nombre d'entre vous. Et là, monsieur Benguigui, je vous pose la question. Moi, je n'ai jamais frayé avec des partis d'extrême droite. J'ai toujours été impeccable. Toujours été impeccable. Je n'ai assisté à aucun bal financé par une quelconque organisation européenne, auquel d'ailleurs monsieur Alliot a assisté. D'ailleurs, le jour même de la commémoration des victimes de la Shoah, un 27 janvier 2012. Bon, et c'est une affaire qui est de nouveau d'actualité, si j'ai bien compris. Donc, en tout état de cause, de leçons je m'en ai à recevoir de personne. Ce qui est certain, en revanche, et là, je partage votre avis, c'est que nous devons un véritable devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire, c'est dans cette enceinte qu'il faut le commencer. C'est dans cette enceinte que tous, face à nous-mêmes, nous devons l'assumer. Je vous remercie. Mais ça reflète bien votre perception, et vous pouvez souffler, ça ne changera rien à mes propos. Ça reflète bien votre perception et votre rapport avec l'histoire de notre territoire. Et finalement, après avoir supprimé la mention la catalane dans le titre de notre ville, pour la remplacer par la rayonnante, et aujourd'hui, Perpignan n'a jamais aussi peu rayonné qu'en ce moment, ou du moins rayonné négativement. Heureusement que le département est là pour... Ah oui, ben oui. Ça se voit. Et la cour d'appel vous a encore permis de rayonner récemment. Vous voulez qu'on parle de votre présidente, M. Monteil? Il a récupéré son passeport ou pas? Je peux vous parler. Il a récupéré son passeport? Vous en avez un passeport pour aller en Chine normalement. Moi, j'ai pas payé une caution de 50 000 € pour pas être mis à avoir Monsieur Alliot, ennuis, ici, je ne suis pas... Vous êtes le directeur de cabinet. Vous avez été directeur de Jean-Marie Le Pen, je vous le rappelle pas. Vous êtes le directeur de cabinet de la présidente du département. Et alors, c'est une fonction professionnelle. Mise en examen pour plusieurs chefs. Ici, il n'a même pas son passeport pour circuler. Monsieur le maire, ici, je suis conseiller municipal. Je ne suis pas le directeur de cabinet du conseil départemental. C'est vous qui attaquez sur ça, c'est pas vous qui attaquez. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Vous vous foutez de qui? Ah non, mais ça, celle-là, elle est bonne. Non, mais c'est vous qui attaquez sur Madame Malher qui n'a rien à voir avec la fonction. Rien. Non, rien à voir. Et pour finir, voilà, finissons-en. Pour vous, le catalan, c'est uniquement pour partir en vacances. Ben non, puisque je suis habitant de Perpignan, donc je suis en vacances toute l'année, non? Ouais. Bref, mais allez. Rien que les termes Roussillon et Majorque sont restrictifs et tournent le dos à d'autres territoires, y compris d'ailleurs dans le département. Car la catalanité, et surtout le catalan, dépasse bien des territoires. On a bien compris que vos amis franquistes de Vox des Baléares vous inspirent. Mais le catalan est parlé par près de 11 millions de personnes en Europe, et l'OPLC, justement, est bien placé sur le terrain des relations transfrontalières, avec la Catalogne, mais aussi avec tout l'arc latin. Vos arguments pour justifier votre départ, monsieur le maire, ne tiennent pas la route. Par contre, ce qui est clair, c'est que vous voulez concevoir la politique municipale en matière de catalanité uniquement en fonction de vos propres critères. Une reprise en main, comme il est dit dans la note de synthèse que vous nous avez envoyée. Un terme bien inquiétant quand même. Surtout lorsqu'on connaît la conception passéiste et folklorisante de votre mouvance politique concernant les langues régionales. Et pour terminer, je redirai ce qui a été un peu dit déjà. Ce que vous avez donné à voir jusqu'à maintenant, ce sont les bâtons que vous mettez dans les roues de la Bressole, contrairement à ce que vous dites, et l'effacement de Perpignan-la-Catalane. Autant de choses qui ne peuvent susciter qu'une grande inquiétude
et aucune illusion, entre parenthèses, chez les défenseurs de la langue et de la culture catalane que nous sommes. Monsieur Antoniazzi. Il va répondre parce qu'il a... Monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaite donc répondre à un débat qui ressemble plutôt à un procès d'intention qu'à un jugement politique sérieux. Nous tenons à le réaffirmer, ce retrait ne met absolument pas en cause l'engagement de la ville en faveur de la langue catalane. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, la ville a consacré 114 000 € au soutien de la langue et de la culture catalane à travers le financement d'actions culturelles, des subventions aux associations, ainsi que du soutien aux formations traditionnelles comme le ballet de Joventut et la Col Millenari. La ville propose en outre des cours de catalan aux agents municipaux sur leur temps de travail dans le cadre de la formation continue, ainsi que des cours proposés au sein de l'université du temps libre. Quelle autre collectivité propose de tels services? Notre engagement est encore plus important en matière d'enseignement de la langue catalane. Chaque année, la ville consacre près de 417 000 € au soutien de la Bressol, école privée, en intégrant les participations financières, 195 464 €, et la valorisation des locaux municipaux mis gratuitement à la disposition, plus de 222 000 €, auxquels s'ajoute encore la prise en charge par la ville des dépenses d'eau et d'électricité. Enfin, la Caisse des écoles finance chaque année 58 000 € pour l'apprentissage du catalan dans les écoles publiques de Perpignan, dans le cadre d'une convention avec l'Éducation nationale et l'Association pour l'enseignement del català, la PLEC. Affirmer alors que la ville de Perpignan abandonne la langue catalane relève au mieux d'une méconnaissance des dossiers, au pire d'une hypocrisie dangereuse qui n'honore pas les personnes qui la portent. Les 25 000 € correspondant à la cotisation versée à l'OPLC, Office public de la langue catalane, ne disparaissent pas. Ils seront réaffectés à l'Institut du Roussillon de Majorque et de la Catalanité afin de financer des conférences, des colloques, des publications et des actions de valorisation de notre patrimoine historique, culturel et linguistique. L'argent reste donc intégralement consacré à la promotion de la catalanité. Le principal grief que nous avons contre cette structure, l'OPLC, ce sont les défaillances répétées que nous avons constatées. Il y a d'abord le traitement dont a été victime la ville de Perpignan dès le début. Nous rappelons que c'est à la suite d'invectives sur fond de désaccords politiques que le représentant de la ville, monsieur l'adjoint de la culture à l'époque, a refusé de continuer de venir assister aux différentes instances. Mais malgré cela, nous avons, pendant 6 ans, maintenu notre engagement financier. Car la ville de Perpignan a toujours souhaité, malgré les dissensions, maintenir un dialogue avec l'Office public de la langue catalane. J'ai ici des mails dans lesquels notre directeur de la culture a sollicité, à plusieurs reprises, des rendez-vous auprès de l'ex-directeur de l'Office, ainsi que la communication du rapport d'activité de l'établissement. Ces démarches sont restées sans réponse, alors quand Madame Eliane Jaricki suggère dans l'Indépendant le manque d'investissement humain de Perpignan, nous lui rappelons que la coopération ne se décrète pas dans les médias, elle se construit dans le respect et le dialogue. Il existe un principe simple dans toute relation entre une collectivité et un organisme qu'elle finance. Ce n'est pas aux financeurs de courir après la structure qu'ils subventionnent, c'est à cette structure de venir présenter ses projets, de construire ses actions avec ses partenaires et de rendre compte de son activité. Or, à Perpignan, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Malgré son statut de membre, fondateur et de contributeur financier, la ville n'a jamais été associée aux orientations stratégiques de l'Office. Elle n'était conviée qu'aux instances formelles lorsque les décisions étaient déjà prises. Jamais, dans aucun mail ni aucune lettre, l'Office public de la langue catalane n'a montré la moindre volonté de solliciter l'avis de la ville sur des projets ou des actions. Cette manière de fonctionner ne correspond pas à l'esprit d'un véritable partenariat. L'Office n'a notamment apporté
aucun soutien aux grandes manifestations organisées par la municipalité, en particulier à la San Jordi, devenu l'un des principaux rendez-vous populaires consacrés aux livres et à la culture catalane dans les Pyrénées-Orientales. Au-delà des difficultés de fonctionnement constatées, notre interrogation porte également sur l'usage des fonds publics mobilisés. Les 3 derniers programmes d'activité de l'Office montrent que cet organisme n'est ni dans une démarche prospective, ni dans une démarche proactive. Elle est en pilotage automatique. Ainsi, l'action numéro 1.1, consacrée à la production de nouvelles séries de vidéos, bénéficie chaque année d'une enveloppe de 12 000 €, alors que toutes les productions ne comptabilisent que quelques dizaines de vues. Il n'y a aucune réflexion sur le maintien d'une telle action, dont la portée semble très limitée. L'action numéro 3.9, relative à la plateforme Internet de l'Office, est reconduite plusieurs années de suite pour un montant cumulé de 10 500 €, alors qu'il s'agit principalement d'actualiser un outil existant. L'exemple le plus révélateur concerne toutefois l'action numéro 3.10, relative à l'actualisation de l'enquête linguistique de 2015. Cette action est reconduite sur plusieurs exercices pour un montant total de 90 000 €. Or, aucune information précise n'est apportée sur son état d'avancement, sa réalisation effective ou les résultats produits. Quant au contenu des programmes d'activité, on ne peut que constater que les rédactions demeurent identiques d'année en année, sans évolution significative ni véritable actualisation. Ces documentations semblent davantage relever d'un exercice administratif de reconduction que d'un véritable outil de suivi, d'évaluation et de projection. Un programme d'activité ne peut se limiter à reprendre les mêmes intentions générales, il doit rendre compte des actions réalisées, des objectifs atteints et des perspectives envisagées. Cette absence de renouvellement interroge nécessairement sur la capacité de l'organisme à assurer un suivi rigoureux de ses missions et à démontrer l'impact réel des moyens qui lui sont consacrés. Au fond, cette délibération d'aujourd'hui ne traduit pas un désengagement, elle traduit une exigence. L'exigence qu'une politique publique financée par l'argent des contribuables fasse l'objet d'une véritable évaluation, que les collectivités partenaires soient pleinement associées aux décisions et que les financements accordés produisent des résultats identifiables. Et quand ces exigences ne sont plus remplies, une collectivité a la possibilité, même le devoir, d'acter son retrait. Merci. Madame Langevin. Oui. Je vous suggère peut-être d'utiliser l'IA, ChatGPT, Claude. Vous auriez eu beaucoup plus d'informations peut-être sur les activités de l'Office. Mais ce qui est très intéressant dans votre, ce qu'on peut appeler un réquisitoire, c'est la méthode. C'est la méthode vraiment de l'extrême droite, parce que vous n'assumez pas finalement votre choix politique. Laissez parler. Vous n'assumez pas votre choix politique qui est celui, encore une fois, d'effacer, de piétiner l'identité de notre territoire et sa langue. C'est la première fois que ça vous intéresse, l'identité, vous. Et quand vous soufflez tout le temps, vous soufflez, comme tout à l'heure, quand on a évoqué Vox et la coopération avec Majorque, vous soufflez tout le temps quand on parle d'extrême droite, alors que vous faites partie de ce mouvement, assumez vos alliances, vos alliés. Je vois pas, c'est votre vie politique. Frédéric Monteil l'a rappelé tout à l'heure, vous étiez directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Donc pourquoi toujours souffler et dénier des choix idéologiques, politiques, qui sont ceux de l'extrême droite? Et puisque vous avez évoqué Eliane Jaricky, effectivement, votre absence et votre retrait, dans le fond, ça changera pas grand-chose, puisque vous avez brillé par votre absence.
C'est un choix que vous faites. Là, vous avez dressé la liste en dénigrant, en accusant, en inventant des choses qui sont fausses, comme la non-transmission du rapport d'activité, etc. Mais ça, on connaît ces techniques. De toute façon, elles vous sont propres. Par contre, voilà, moi, vous dites que vous allez continuer à travailler. Françoise Fité l'a rappelé, dans cette instance, dans cet office, on retrouve un conseil scientifique et 30 représentants associatifs. Donc, dites-moi quel sera votre programme d'action, on vous l'a déjà demandé, et comment vous allez travailler finalement avec cette communauté d'acteurs qui prône, qui porte, qui défend et qui valorise la langue et la culture catalane. Bon, on va mettre fin à ce débat. Non, parce que c'est bon, on connaît les trucs. Je vais conclure. Vous aviez la possibilité de lever le doigt, Madame Brunet, vous ne l'avez pas fait. Mais je conclus. Je conclus. Non, mais je conclus, oui, mais... Oui, sûrement, oui, sûrement. D'abord, juste, je veux revenir, parce que quand on vous écoute, on dirait que cet organisme est là depuis tout temps. Or, je vais quand même rappeler la genèse de cet organisme par le nom de la région Languedoc-Roussillon, sacrifié par la majorité socialiste et communiste de l'époque, qui a transformé lors de la fusion Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, a voulu mettre le nom Occitanie, sans référence aucune à cette partie de la région qui précisément avait une identité particulière qui méritait qu'on la relève. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, je me dis, mais pourquoi on ne garde pas tout simplement Languedoc-Roussillon, qui correspondait tout à fait à cette aire géographique, et tout le monde aurait trouvé ça normal. Non, vous nous avez imposé Occitanie, et ce n'est que parce que dans votre majorité, à l'extrême gauche, régionaliste, etc., ça a commencé à s'agiter, que vous avez concédé, c'est une concession clientéliste de Madame Delga à une certaine gauche, je sais pas, régionaliste ou j'en sais rien, qui a fait quoi? Qui a rajouté le drapeau catalan, d'ailleurs coupé en deux, à la croix occitane pour faire montre qu'on tenait compte de ses aspirations et qu'on crée cet organisme comme ça pour se débarrasser du problème. Allez, les Catalans, ils ont leur joujou, on va leur donner 25 000 chacun, ils nous foutront la paix. Je résume, mais c'est à peu près ça quand même. Hein. Donc depuis, il s'est passé quoi? Eh bien écoutez, demandez à tous les Perpignanais, ils vous diront, on n'en sait rien, parce que la langue catalane que vous portez apparemment partout, sur tous les terrains, surtout, eh bien, elle est en train petit à petit, j'allais dire, de péricliter sous votre action, puisque même l'université de Perpignan a abandonné le 3e cycle, le master d'études catalanes et transfrontalières, et là on vous a pas entendu, curieusement, pour essayer de maintenir cette chose-là, on vous a pas trop entendu. Bon bref, moi je remarque simplement qu'en fait, le fond du problème, il y a les gens de gauche et le reste. Les gens de gauche, c'est le sectarisme, c'est la pensée unique, et c'est l'absence d'une quelconque tolérance. Et vous avez, vous avez d'ailleurs au département et à la région, là, tout le loisir de montrer le savoir de votre action, puisque, il faut bien le dire, depuis que Mme Delga est à la région, et depuis que malheureusement ce département est à gauche, jamais, je crois, ce département n'a été dans un tel état. Voilà. Et économique, social et même identitaire. Voilà. Et j'ajoute... deux bricoles encore, et on passe au vote. Vous parliez de Vox. Vox est un démembrement du Parti populaire espagnol. Voilà, ça c'est le premier point. Votre affaire de franquisme, etc., je n'en sais rien. Je crois que vous participez à un certain nombre de cénacles où il y a des gens du Parti populaire, ça n'a pas l'air de vous gêner plus que ça. Et je rappelle que Majorque est gouverné par le Parti populaire, hein, je vous le dis, en alliance, mais par le Parti populaire quand même. Mais par le Parti populaire. Ça c'est le premier point. Le dernier point, enfin, je pense que tout ce que nous avons fait au soutien de
il a dit d'un certain nombre de fêtes, de la Bressol, contrairement à ce qu'on peut entendre, des fêtes catalanes, même quelquefois en limite de la loi. N'allez pas trop loin parce qu'un jour, peut-être la Cour des comptes s'intéressera à ça et elle remettra en cause ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça c'est moi qui vous le dis. Deuxième chose, est-ce que vous nous avez entendu remettre en cause tout ce que l'on donne à l'USAP et au Dragon, qui sont deux vecteurs de la catalanité sur notre territoire? Non plus, vous voyez bien. Mais moi ce que je remarque, c'est que vos actions, on n'en voit pas du tout les résultats. La seule chose que j'ai pu voir, c'est qu'il a fallu que je vende un local à Barcelone qui avait été acheté par des municipalités précédentes, qui n'a jamais servi à rien, Voilà, exactement. Bon, bref. Et que là où je m'inquiète, c'est quand je vois un certain nombre d'élus, parce que vous parliez de l'identité, des identitaires, Madame Langevin, les identitaires d'extrême droite, aujourd'hui, ils sont de votre côté. Ils me critiquent à moi. Oui, parfaitement. D'ailleurs, tous les sites du milieu identitaire, ils soutiennent l'identité catalane telle que vous la voulez, vous. Voilà. Ça, mais si, mais je vous donnerai quelques références et j'en termine avec deux citations, moi, qui à l'époque m'ont fait bondir. Je ne vais pas le dire parce que ce sont deux anciens élus de la ville de Perpignan qui n'ont jamais été remis en cause. Un, le sentiment français diminue. Il y a l'espoir d'un nouvel État. C'est ça la base de votre combat pour le catalanisme à Perpignan? Mais moi, c'est pas ça. Et le deuxième, qui évidemment, lui, pour le coup, revisite et conteste la présence française ici à Perpignan, ce que je trouve un comble. Moi, je défends le sang qui coule dans mes veines. Eh bien, je voudrais vous dire que moi, mon sang, il défend simplement l'humanité et pas seulement, je ne sais pas, ce qu'on défend ici à Perpignan, un certain nombre de cénacles qui vous soutiennent à vous. Voilà. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le conseil municipal est clos.